Franchement les amis, je vais pas vous mentir, ce qu'on s'apprête à vivre avec cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est un truc de fou furieux, un cataclysme total pour les défenses adverses. Installez-vous confortablement, attachez-vous bien, parce qu'on a énormément de choses à se dire aujourd'hui. J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure, j'étais presque debout dans mon salon en analysant l'effectif parce qu'il y a une urgence absolue. La Côte d'Ivoire doit faire une grande Coupe du Monde les gars. L'objectif c'est de viser minimum les huitièmes de finale. C'est aussi simple que ça. Avant qu'on ne rentre dans les secrets de cette sélection qui fait trembler la planète foot, faites monter les pouces bleus, lâchez le petit pouce bleu de la force, ça aide énormément pour le référencement et pour faire grandir la... Bon, parlons-en de ce qui fait la véritable puissance de feu des éléphants, le truc qui donne envie de les voir jouer à chaque seconde, leur secteur offensif. Les gars, c'est une attaque de dingue, un truc de malade mental. Quand tu regardes les noms, tu te dis « Waouh !» C'est un véritable casse-tête pour le sélectionneur. Même sur le banc, tu as des mecs incroyables. On parle d'un Amad Diallo, d'un Yann Diomandé qui est l'une des sensations absolues du football européen en finissant rookie de l'année en Bundesliga, ou encore d'un Michael Olise qui est ultra prometteur. Si on pousse la liste, on a du Eli Wahi, du Nicolas Pepe qui sort d'une grosse saison, du Simon Adingra, du Evan Guessant et même mon petit chouchou, mon coup de cœur absolu de la saison, le jeune crack de 20 ans, Bazoumana Traoré sur le banc. Vous voyez ce que je veux dire ? Une profondeur pareille en attaque, c'est du jamais vu. Pour moi, c'est très clair, ils ont le meilleur secteur offensif de tout le continent africain. C'est la France de l'Afrique en termes de qualité de vent. Et c'est pour ça, les amis, que cette année au Mondial, cette génération n'a absolument pas le droit de nous abandonner ou de nous décevoir comme la Côte d'Ivoire l'a fait en 2006, en 2010 ou en 2014. Quand tu fais partie du cercle des très grandes puissances du continent, du top africain, tu te dois d'assumer ton statut à l'international et de concrétiser tout ce talent au plus haut niveau mondial. Le peuple ivoirien attend ça, le continent attend ça, et je peux vous dire qu'on va les surveiller au tournant. Bon, parlons-en de cette première mi-temps et du plan de jeu global, parce que là, les amis, on entre dans un véritable labyrinthe tactique pour Emers Faé. Quand on se penche sur cette équipe, on sait qu'on est au moment précis où la Côte d'Ivoire s'apprête à défier la France en match de préparation, et le sélectionneur se retrouve face à un problème de riche absolument dingue, une énigme totale au moment de poser ses pions sur l'ardoise. À la base, tout le monde sait que le schéma préférentiel d'Emers Faé, c'est un 4-2-3-1 classique, très bien en place. Mais ce qui est fascinant, c'est que par séquence de jeu, sa structure mute complètement pour se transformer en un 4-2-4 ultra offensif. Et là les gars, c'est le début du casse-tête pour savoir comment agencer toutes ces forces vives. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, la vraie question est de savoir comment trouver la meilleure combinaison possible pour que le bloc reste équilibré tout en exploitant cette folie offensive. Par exemple, sur une aile, est-ce que l'association entre Evan Guessant et Nicolas Pepe est plus performante, plus tranchante qu'un duo composé d'Eli Wahi et de Nicolas Pepe ? C'est un débat monstrueux. Personnellement, les frères, je préfère largement voir un mec comme Nicolas Pepe évoluer sur un côté, sur une aile, parce que c'est là qu'il peut provoquer, percuter et apporter toute son expérience du très haut niveau, ainsi que des variantes tactiques uniques. Mais d'un autre côté, on sait qu'Emers Faé a une affection toute particulière pour le profil d'Evan Guessant. Pour lui, c'est un véritable point d'ancrage. C'est son Olivier Giroud à lui, un joueur capable de servir de pivot, de peser physiquement sur l'axe adverse et d'ouvrir des brèches pour les flèches qui tournent autour de lui. C'est là où la concurrence devient totalement folle. Si on raisonne uniquement en termes de pure logique et au vu de leurs saisons respectives, le choix logique pour occuper la pointe de l'attaque devrait être Eli Wahi. C'est une évidence absolue. Mais dans le système et le plan de jeu rigoureux d'Emers Faé, le rôle de pivot de Guessant est capital, même si ce dernier n'a pas réalisé une grande Coupe d'Afrique des Nations. Du coup, est-ce qu'on doit associer Guessant et Wahi pour combiner ensemble à l'intérieur ? Si tu fais ça, les amis, tu te prives automatiquement d'un créateur ou d'un ailier de débordement sur le terrain. Tu sacrifies soit la percussion d'un Yann Diomandé, soit le génie d'un Amad Diallo sur un côté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une équation tactique presque impossible à résoudre et c'est ce qui rend cette équipe aussi imprévisible qu'excitante à analyser. Mais les amis, accrochez-vous bien parce qu'on arrive maintenant au véritable tournant de notre analyse, le moment où il faut regarder la réalité en face et poser les vraies questions qui fâchent.
Franchement, je vais pas vous mentir, au-delà de cette attaque de feu qui fait bander toute l'Afrique, il y a une urgence absolue, un objectif inédit dont personne ne parle assez. Il faut sortir des poules, les gars. Il y a urgence là, c'est un signal d'alarme monumental. Au bout d'un moment, il serait peut-être temps de faire des performances qui reflètent enfin ton vrai niveau et toutes les louanges dont tu fais l'objet à travers le monde. La Côte d'Ivoire est l'une des meilleures sélections africaines du 21e siècle. C'est un fait historique incontestable. Ils ont gagné une Coupe d'Afrique des Nations il y a un peu plus de 2 ans. Et pourtant, quand tu vois l'effectif global et les équipes qu'ils ont alignées sur les derniers tournois internationaux, tu te dis mais comment ça se fait qu'on se pose encore la question de savoir s'ils vont passer le premier tour? C'est ça le point de rupture. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Le groupe pour ce mondial n'est pas facile du tout. Pour le coup, se coltiner l'Allemagne, l'Équateur et le Curaçao, c'est un sacré morceau. L'Allemagne, même si ça revient un peu dans les résultats, c'est plus aussi souverain qu'avant. L'Équateur, certes, c'est ultra costaud physiquement, mais on a déjà vu des équipes très solides s'effondrer une fois arrivées au mondial. Et le Curaçao, c'est peut-être l'inconnu de l'équation, mais sur le papier, c'est ton opposition la plus abordable. Vous voyez ce que je veux dire? Avec une Coupe du Monde à 48 équipes, tu as l'avantage de pouvoir passer en étant minimum parmi les meilleurs troisièmes. Dans leurs 2 dernières Coupes du Monde, en 2010 et 2014, avec le nombre de points qu'ils avaient grattés, ils passaient tranquillement en 8e avec ce format. Donc là, ça doit être l'objectif minimum indiscutable. Tu as quand même fait un quart de finale à la dernière CAN, le groupe au global est bourré de talent, il y a un vrai potentiel. C'est pour ça que si les Ivoiriens ne sortent pas des poules cette fois-ci, ce sera un échec retentissant, un crash absolu. La Côte d'Ivoire n'a pas le choix, elle ne peut pas être un simple poil à gratter qui vient amuser la galerie. Si elle en a la possibilité, elle doit imposer sa loi et afficher une ambition claire de top 2 dans ce groupe. Il y a une compétition interne entre les nations africaines dans ce mondial, tout le monde va se regarder. Maintenant que le Maroc a placé le standard très haut, on attend que les éléphants poursuivent cet héritage et s'exportent enfin à l'international. S'ils échouent dès la phase de poule, c'est tout le projet qu'on remettra en question. Bon, parlons-en de la deuxième mi-temps de notre analyse et du cas ultra brûlant du sélectionneur Emerse Faé, parce que c'est là que les choses sérieuses commencent et que la faille tactique du projet global peut éclater. Franchement, je vais pas vous mentir, si la Côte d'Ivoire ne sort pas des poules de cette Coupe du Monde, son bilan va prendre un coup de massue monumental et ça sentira la porte directe pour lui, mine de rien. C'est le premier fusible qui va sauter, c'est aussi simple que ça. Quand on regarde son parcours à la tête des éléphants, le bilan actuel est totalement mitigé, c'est du 50-50. D'un côté, il arrive dans des conditions complètement folles en 2024. À la base, il était juste l'adjoint de Jean-Louis Gasset. Et après la gifle historique reçue contre la Guinée équatoriale, paix à son âme à monsieur Gasset bien évidemment, Faé est propulsé sur le banc en cours de compétition contre toute attente. Derrière, le miracle se produit, ils éliminent le Sénégal et ils gagnent la Coupe d'Afrique des Nations à domicile, un truc de malade mental, complètement inattendu. Mais de l'autre côté, l'hiver dernier, alors qu'on les attendait au tournant avec beaucoup plus d'exigence, ça a fait totalement plouf, les amis. Vous vous rendez compte? Tu te fais sortir de la compétition contre l'Égypte sans jamais avoir été hyper souverain tout au long du tournoi. C'est là que le bât blesse et que le doute s'installe sur sa crédibilité. À un moment donné, quand on demande des comptes à une équipe qui stagne, c'est l'entraîneur qui trinque en premier. Qu'est-ce qui lui manque concrètement à Faé aujourd'hui? Il a déjà eu la CAN, d'accord, mais maintenant on fait face à une Coupe du Monde à 48 équipes. Le step suivant, le pas historique obligatoire pour valider son travail, c'est de passer cette phase de poule. Si tu n'y arrives pas avec un tel effectif, ça signifiera qu'on est arrivé au bout du projet Faé et qu'il faudra réinjecter un nouveau coach pour de nouveaux objectifs avec cette nouvelle génération qui pousse derrière. Pour l'instant, certains disent qu'il n'y a pas d'urgence, qu'ils ont le meilleur coach possible actuellement pour eux et qu'il faut le laisser bosser tranquillement. Je pense qu'il a les armes pour sortir des poules et s'offrir une première petite victoire, mais après, il faudra mettre les bouchées doubles parce que l'ambition de gagner la dernière CAN au Maroc a échoué face à une bête noire beaucoup plus expérimentée. S'il ne passe pas le premier tour du mondial, tout s'écroule et sa place sur le banc sautera instantanément. Honnêtement les gars, on arrive au bout de cette énorme analyse et je vais pas vous mentir, le sentiment qui domine ce soir, c'est que cette Coupe du Monde va être le révélateur absolu pour les éléphants. Qu'est-ce qu'on retient en finale de tout ce qu'on s'est dit? On retient que le talent brut est là, que la profondeur offensive est tout simplement incroyable, mais que le sélectionneur se retrouve face à ses propres responsabilités. C'est le moment de vérité pour le projet global de cette sélection. Soit Emerse Faé réussit son pari, il trouve la bonne formule magique pour faire cohabiter ses cracks
tout en gardant un bloc ultra solide. Et à ce moment-là, la Côte d'Ivoire va s'imposer et écrire une page d'histoire inédite à l'international. Soit le plan de jeu bégaye, l'animation offensive se transforme en un désert d'efficacité comme on l'a trop souvent vu par le passé, et là ce sera le crash immédiat, le retour à la maison dès les poules, et Emers Faé sera le tout premier fusible à sauter, c'est clair et net. Moi je vous le dis les frères, on a une compétition interne monstrueuse qui va se jouer entre les nations africaines durant ce tournoi. Tout le monde va scruter les performances des uns et des autres, tout le monde va regarder si le Sénégal ou le Maroc vont aller loin, et maintenant que les Marocains ont placé la barre et le standard aussi haut, c'est à la Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités, de assumer son statut de grande puissance du continent et de prouver qu'elle peut enfin briller au-delà des frontières africaines. On ne peut plus se contenter de louanges ou de regrets éternels. On veut voir cette attaque de feu tout ravager sur son passage. On veut voir Eli Wahi planter des pions. On veut voir Nicolas Pepe faire des différences de malade sur son aile et Evan Guessant peser sur les défenses comme un vrai pivot de combat. Bref les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Est-ce que vous croyez que la Côte d'Ivoire a la meilleure attaque du continent pour ce mondial? Est-ce que vous pensez qu'Emers Faé joue sa place sur le banc si on ne sort pas des poules? Venez me donner tous vos avis et vos arguments, on va en débattre comme des vrais passionnés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des prochaines vidéos d'analyse, activez la cloche de notification pour être averti dès que ça sort et lâchez le gros pouce bleu de la force pour le référencement, ça aide énormément la communauté à grandir. On se dit à très vite pour la suite des débriefs. Prenez soin de vous les gars. Yeah!